L'inspection générale des finances a organisé un colloque sur la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire. Objectif, réaffirmer la ferme volonté du gouvernement de lutter contre ce fléau. Un nouveau programme informatique sera bientôt en vigueur en Côte d'Ivoire. Internet Protocol version 4 passe à Internet Protocol version 6. Pour faciliter cette migration, un comité a été mis sur pied par le ministère de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication. Plus de détails dans cette édition. Dans cette édition également, nous irons à la découverte de Bardo, le plus grand bidonville de l'Afrique de l'Ouest, qui est à San Pedro et qui, selon le maire de la commune, sera modernisé les jours à venir. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI. Nous émettons à partir d'Abidjan en Côte d'Ivoire. L'inspection générale des finances a organisé un colloque sur la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire. Objectif, réaffirmer la ferme volonté du gouvernement de lutter contre ce fléau. Les détails avec Vénance Herman Niamien. Depuis plus d'une décennie, la Côte d'Ivoire fait partie des 50 pays les plus corrompus au monde. Un cancer qui fait perdre plusieurs milliards de francs CFA par an à l'économie ivoirienne, selon le ministre auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances. Ce phénomène de la corruption nuit à l'image de notre pays et de son administration publique, porte préjudice à la mobilisation efficiente des ressources fiscales et douanières, impacte négativement l'environnement des affaires en décourageant les investissements. Pour lutter contre le mal, une brigade spéciale dite Brigade de lutte contre la corruption a vu le jour. Elle est composée de 32 agents, dont 15 enquêteurs issus des services actifs de la police, de la gendarmerie, des régies financières et du budget. Depuis 2012 qu'elle existe, la brigade de lutte contre la corruption a été saisie de 21 dossiers. Pour le moment, nous avons 7 dossiers que nous avons achevés. Il y a 8 dossiers qui sont toujours en instruction et il y a 6 dossiers que nous allons engager. Mais c'est une matière qui est très délicate, ça il faut le dire. C'est pourquoi on prend notre temps. Pour mieux lutter contre la corruption, le secrétariat national à la gouvernance et au renforcement des capacités propose le réaménagement des tests juridiques. Il faut des lois, il faut qui installent des organes et donc qui fonctionnent sur une base suffisamment claire et efficace donc pour permettre vraiment d'atteindre l'objectif que nous escomptons. Des propositions auxquelles pense déjà le gouvernement avec la mise en place bientôt de la haute autorité chargée de la lutte contre la corruption. Les administrateurs des microfinances se forment à la bonne gouvernance avec l'aide du Trésor, de la comptabilité publique et du programme des Nations Unies pour le développement. Objectif, faire de ces entreprises de microcrédit des structures crédibles. Adama Koudé. Les exclus du système bancaire classique ne sont pas au bout de leur peine lorsqu'ils se tournent vers les systèmes financiers décentralisés. Stéphanie et Rita font partie du million de clients de la microfinance. Les microfinances, en tout cas, on a d'énormes problèmes. Autrefois, mon petit frère même allait là-bas pour prendre un peu d'argent. Lui-même, les mêmes pièces qu'on lui a fait, même ici, on lui dit encore que son nom n'est pas juste, qu'il y a des erreurs. Et qu'en principe, c'est eux-mêmes qui ont remis ces pièces-là. Mais on nous a dit ces carnets-là, on nous a dit oui, il y a un défaut sur son nom et qu'il n'a qu'à aller refaire ça. Et quand on dépose notre argent pour reprendre ce que nous-mêmes nous avons déposé, c'est difficile. C'est difficile. Tu peux aller, tu vas vouloir prendre 50 000, on va te dire, à part l'argent, on va te donner 25 000. Ça ne peut pas résoudre ton problème. Tu es là, d'autres font passer les carnets derrière les choses, les fenêtres des bureaux. Ils prennent leurs connaissances. Et nous qui sommes là, qui sommes venus soit à 5 h du matin pour prendre l'argent, on est là, on peut rester là jusqu'à dans l'après-midi. Vraiment, s'ils peuvent changer d'attitude, ils n'ont qu'à le faire. Changement d'attitude, le mot est lâché et les responsables de la microfinance en Côte d'Ivoire le saisissent au rebond. Premier acte, donner aux administrateurs les rudiments nécessaires à un bon arbitrage entre le social et la rentabilité de l'institution de microcrédit. Du 16 au 20 septembre, les dirigeants sont alors à l'école pour mieux gérer les risques, sécuriser l'épargne de sorte à atteindre l'autosuffisance financière. Le fait que pendant longtemps, on considère toujours les entreprises de microfinance comme des structures de lutte contre la pauvreté,
a laissé croire qu'elle ne devrait pas respecter la rigueur de la bonne gestion, la rigueur du respect des procédures, etc. Or, c'est une erreur. Parce qu'une institution qui aide donc la population la plus pauvre doit développer des stratégies pour se maintenir et servir le plus de personnes possible pendant le plus longtemps possible. Or, cela part de la définition des stratégies et du respect de ces stratégies. Et la gouvernance recherche cette méthode de travail là-bas. La microfinance en Côte d'Ivoire, c'est 100 milliards de francs CFA de mobilisation et environ 50 milliards de francs CFA de crédits octroyés. La Côte d'Ivoire valide le programme informatique Internet Protocol version 6. Un nouveau programme informatique sera donc bientôt en vigueur en Côte d'Ivoire. Il s'agit de passer d'Internet Protocol version 4 à Internet Protocol version 6 pour faciliter cette migration vers Internet Protocol version 6. Un comité a été mis sur pied par le ministère de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication. Venant Semana Namien pour plus de détails. L'acquisition d'équipements informatiques et télécoms en Côte d'Ivoire devra désormais prendre en compte l'IPv6, entendez Internet Protocol version 6. Ce nouveau programme informatique a été validé au cours d'un séminaire. L'Internet Protocol version 4, utilisé dans les années 60-70 à ce jour, était limité à environ 4 milliards d'adresses. Avec l'évolution des réseaux et services de télécommunications, il s'avère aujourd'hui insuffisant. L'IPv6, qui sera bientôt en vigueur en Côte d'Ivoire, lui offre plus d'adresses et plus de fonctionnalités. La migration vers la version 6 du protocole Internet nous offre la possibilité de disposer de 667 millions de milliards d'adresses par millimètre carré, ce qui veut dire qu'une personne peut utiliser des milliers d'adresses. Pendant que certaines régions du monde ont d'ores et déjà épuisé les blocs d'adresses IPv4 qui leur ont été alloués, la région Afrique, elle, continue de les utiliser, mais elle sera en manque dans une brève échéance. L'IPv6 qui fait son entrée dans le monde informatique présente quant à lui plusieurs avantages à divers niveaux, notamment au niveau technique par l'amélioration du routage et de la qualité du transport des communications électroniques et au niveau de la sécurité par une meilleure mise en œuvre des extensions d'authentification et la gestion de la confidentialité. Le 4e recensement général de la population et de l'habitat a été lancé hier par le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan. L'opération va permettre de connaître le nombre exact de la population ivoirienne et permettre ainsi à l'État de faire une meilleure planification du développement du pays. Chantal Léaumont à Kandom. Étape décisive dans la mise en œuvre du processus de recensement général de la population et de l'habitat, la sensibilisation. C'est d'ailleurs pour lancer cette campagne que cette cérémonie a été organisée. Quand on fait la cartographie, nous sommes déjà sur le terrain, l'opération a commencé. Mais ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est la phase de dénombrement, phase pendant laquelle nos agents vont de maison en maison pour recenser les individus. Ce recensement va être un recensement numérique et va nous permettre de gagner au plus bas mot 2 années sur la publication des résultats. La Côte d'Ivoire a effectué son premier recensement général il y a 39 ans. Et du fait de la crise ivoirienne des années 2000, le 4e recensement n'a pu être exécuté. C'est ce qui doit être fait cette année pour mieux connaître la population résidente en Côte d'Ivoire et mieux planifier le développement. L'importance du recensement de la population et de l'habitat a été relevée par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Il a engagé le gouvernement dès la fin de la crise à réaliser cette opération majeure dont la phase de dénombrement était prévue en principe pour novembre 2011. C'est un devoir pour chacun d'entre nous d'ouvrir sa porte aux agents recenseurs, de leur donner des informations vraies et fiables qui permettront au gouvernement d'avoir une image plus affinée de notre population et de sa réalité et de ses besoins. La campagne de sensibilisation du 4e recensement général de la population et de l'habitat démarre ainsi avec l'installation des comités locaux par le ministre du Plan et du Développement, Albert Mabry Touakeus. Bientôt, les résultats de ce recensement
avec le nombre exact de la population vivant en Côte d'Ivoire. Déjà, les estimations pour cette année 2013 se situent entre 22 et 23 millions d'habitants. Autre activité du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, il a procédé au lancement des activités et du projet intégré d'EVA Culture et des cultures vivrières à Famienco. C'est au centre de la Côte d'Ivoire. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme national d'investissement agricole. Objectif, renforcer la sécurité alimentaire. Chantal Léaumont Kandan était à Famienco pour RTI 1. Le projet intégré de l'Eviaculture et des cultures vivrières pour la sécurité et la lutte contre la pauvreté dans le département de Pricro est lancé. Et cela, une semaine après la rencontre du ministre de l'Agriculture avec les parties concernées dans le but d'harmoniser le projet. Il ne faut pas seulement faire des cultures d'exportation et puis après être obligé d'aller importer des denrées alimentaires. C'est pour cela que nous avons pris ce projet comme un projet pilote pour montrer que plutôt que de laisser les cultures alimentaires et les cultures de rentrer en conflit, on peut les intégrer harmonieusement. Pour le Premier ministre, le projet intégré de l'Eviaculture et des cultures vivrières aura un fort impact sur la réduction de la pauvreté et la sécurité alimentaire. Vous savez, ce sont des régions qui ont beaucoup subi des difficultés. Et le fait d'avoir un projet de ce genre permet donc de relancer la production agricole, à la fois bien sûr la culture de rente, mais aussi et surtout la culture vivrière, pour permettre de nourrir la population ivoirienne. La compagnie Eveicole de Cavalier, entreprise agricole belge, conduit ce projet. Ce projet industriel, dans une charte d'engagements sociaux à laquelle il se soumet, s'engage à produire des infrastructures sociales et poser des actes forts au bénéfice des populations. Nous parlons de routes, nous parlons d'écoles, nous parlons de centres de santé, d'ouvrages d'hydraulique, et 8000 emplois seront créés. 4000 emplois sur le site, 4000 paysans vont être installés dans le projet vivrier. Nous allons créer 8000 hectares de plantations villageoises. Dans ces 8000 hectares, des familles, des gens, des manœuvres, des ouvriers, tous vont pouvoir s'occuper et à gagner correctement leur vie. Ces élus locaux ont traduit leur totale adhésion à ce projet. Pour les populations, c'est un projet à saluer. Nous allons profiter au niveau des cultures vivrières pour nous, la plantation individuelle pour chacun de nous, les jeunes, parce que nous, on n'a pas pu être à l'école, donc on veut profiter de l'occasion pour s'enrichir aussi et pouvoir mettre nos enfants à l'école. Depuis très longtemps, nous attendons ce projet pour que la région puisse sortir de sa léthargie, que les engagements qu'ils ont tenus puissent se réaliser. Dans la région, les femmes ne sont pas allées trop à l'école, donc la souffrance pèse sur les femmes. Je dis à tous les cadres de soutenir ce projet pour que tout le monde prenne exemple sur nous. Le projet intégré de l'Eviaculture et des cultures vivrières est estimé à 31 milliards de francs CFA, dont 30 milliards pour le groupe belge qui conduit le projet et 1 milliard pour l'État ivoirien. Autre information, la délégation régionale de l'ANADER de Soubré se félicite du bilan de la campagne Café Cacao 2012-2013. La structure a rempli son rôle d'encadrement selon sa feuille de route, nous dit Eugène Atoubé. Réussir sa mission de partenaire du monde rural et surtout tenir son rôle d'encadrement de proximité des producteurs de café et de cacao. Le directeur général de l'ANADER a réitéré cet engagement à ses collaborateurs de la délégation régionale de Soubré. Dr Sissé Siriki a aussi expliqué aux autorités administratives et politiques locales les actions à mener dans cette optique. Ce sont, dit-il, l'implication forte de l'ANADER dans la politique de pérennisation de la cacaoculture et l'amélioration de l'environnement de la production cacaoyère selon la vision du gouvernement. La structure peut compter sur ses partenaires comme le chocolatier Mars et ICRAF qui pilotent ensemble le projet Vision for Change, projet qui vise à susciter chez les producteurs les bonnes pratiques agricoles, la production de fèves de qualité et les aider à sortir de la pauvreté. La délégation régionale de l'ANADER de Soubré, avec son nouveau responsable Koulibaly Amadou, se charge sur le terrain de répondre à toutes les attentes, celles des producteurs, celles des partenaires techniques et celles des autorités administratives et politiques de Soubré.
Dans l'actualité ivoirienne, le ministère des Ressources animales et halieutiques a organisé hier lundi l'atelier de restitution de l'étude sur le programme ACP, fiche 2. Cette étude a couvert 7 pays de la sous-région et mis en évidence les efforts à fournir pour mobiliser tant au niveau national qu'international les ressources nécessaires au développement du secteur des pêches. Hugues Hervé Blé. Le programme ACP Fiche 2, outil de coopération entre l'Union européenne et le groupe des pays Afrique, Caraïbes, Pacifique, vise à améliorer les pêches dans ces pays. Afin d'accroître ou stimuler les investissements privés dans les secteurs des pêches de 7 pays de l'Afrique de l'Ouest, bénéficiaires du programme, une étude vient d'être menée. Les résultats pour la Côte d'Ivoire sont connus. Les nouvelles orientations, premièrement, ça peut être l'appui au secteur des pêches en termes d'investissement dans les chantiers navals, par exemple. Aujourd'hui, nous savons que les petits bateaux n'ont plus de possibilité d'être réparés et d'être carénés. Deuxième orientation, c'est le renouvellement des bateaux qui ont plus de 30 ans. Si bien que les coûts d'exploitation avec le pétrole sont élevés, donc il faut envisager des possibilités d'investissement avec des coûts d'énergie plus faibles et qui permettent une plus grande performance. Représentant Kobenan Kwasi Adjoumani, le ministre des Ressources animales et halieutiques, son conseiller technique Ouattara Mamadou a souligné que l'étude trace de nouveaux sillons avec l'espoir de mobiliser de nouveaux investissements pour le développement de la pêche. Le programme ACP Fiche 2, qui s'achève en 2013, a pour objectif contribuer à la gestion durable et équitable des pêcheries, devant conduire à la réduction de la pauvreté et à l'amélioration de la sécurité alimentaire dans différents pays. L'actualité en Côte d'Ivoire, c'est aussi la rentrée scolaire. Le directeur régional de l'éducation nationale et de l'enseignement technique Abidjan 3, Félix Sandé Diomandé, était hier dans les écoles de la commune de Yopougon pour s'assurer que les élèves et enseignants dans cette commune ont effectivement repris le chemin de l'école. Les élèves du secondaire sont dans les classes pour la rentrée scolaire 2013-2014 dans la commune de Yopougon. Le directeur régional de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, Abidjan 3, Félix Sandé Diomandé, en a fait le constat ce lundi 16 septembre. En visite dans plusieurs établissements secondaires de la commune, il rassure enseignants et élèves que toutes les dispositions sont prises pour une bonne année académique 2013-2014. Vous avez appliqué à la lettre les consignes de Madame le ministre, qui consiste à faire en sorte que le 16 septembre, ce soit la reprise effective des cours. Bon courage au nom de Madame le ministre, bon courage au nom des parents d'élèves, et nous nous retrouverons certainement en fin d'année pour faire le point. Les élèves se disent heureux de retrouver le chemin de l'école. Je suis aussi heureuse de retrouver mes camarades et mes profs. Je promets d'avoir des meilleures notes cette année. Comme dans les autres communes d'Abidjan, les élèves et enseignants de Yopougon ont répondu présents pour la reprise des cours ce lundi 16 septembre 2013. C'était un reportage de Doua Delazer. Le comité national de surveillance de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants présidé par Mme Dominique Ouattara et le comité interministériel organise depuis hier, et ce jusqu'à ce mardi, un atelier pour renforcer les connaissances des travailleurs sociaux sur la problématique des pires formes de travail des enfants pour leur permettre d'être davantage efficaces sur le terrain. Awa Touré, Abiba Dambélé. Ce sont 75 travailleurs sociaux venus d'horizons divers qui vont prendre part durant 2 jours à cet atelier. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, par ailleurs président du comité interministériel. Il avait à ses côtés Mme Anne-Désirée Ouloto, ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, par ailleurs vice-présidente du comité interministériel. Le ministre d'État Moussa Dosso a mis en relief l'importance de l'atelier pour la remédiation du phénomène. Pour lui, la sensibilisation des communautés sur le phénomène pour un changement de comportement vis-à-vis de la question reste primordiale. Il est évident qu'au cœur de nos initiatives, nous devons mettre en bonne place les interventions en matière d'identification, d'écoute, d'assistance
ou de réintégration familiale et sociale des enfants victimes. Nous devons mettre en bonne place le dialogue avec les communautés, qui constitue également l'un des nœuds de la résorption des questions liées au travail des enfants. Madame Anne-Désirée Ouloto, ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, s'est quant à elle félicitée de cette initiative de la Première Dame. La place des enfants est donc bel et bien à l'école et nulle part ailleurs. Ainsi, toute opération qui vise à donner un peu plus d'efficacité à la lutte contre le travail des enfants est à soutenir et à encourager, car les défis à relever pour venir à bout de ce phénomène sont très nombreux. Bien avant, Madame Yao Patricia Sylvie, directeur de cabinet de la Première Dame, par ailleurs, secrétaire exécutif du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, a situé le contexte et les enjeux de cet atelier. Avant de révéler que le renforcement de la capacité des travailleurs sociaux s'inscrit dans une dynamique engagée dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action national 2012-2014 de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. Le troisième grand titre de cette édition est allons à la découverte de Bardo, le plus grand bidonville de l'Afrique de l'Ouest, qui est à San Pedro. Bardo sera modernisé pour faire de ce quartier un endroit où il fait bon vivre. Cette information a été donnée par le maire de la commune, nous dit Thérèse Tapeyoboué. La ville de San Pedro, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, abrite le plus grand bidonville de l'Afrique de l'Ouest, le Grand Bardo, composé de 18 quartiers. Les populations de ces quartiers vivent dans la précarité, manque d'eau courante, branchement anarchique d'électricité, toutes choses qui constituent un danger permanent pour les habitants. Récemment, le quartier Bardo 17 a été ravagé par un incendie. Bilan, un mort, un écolier de 8 ans et d'importants dégâts matériels. Face à cette situation, le maire de la ville de San Pedro a rencontré les populations ainsi que les chefs des quartiers de Bardo. Au centre de la rencontre, la modernisation de 8 quartiers de Bardo par la construction de logements sociaux. Il s'agit de la modernisation du Bardo. Aujourd'hui, là, c'est ça. Le conseil municipal a décidé de moderniser le Bardo. Est-ce que vous voulez continuer comme ça? Est-ce que la souffrance là ne va pas s'arrêter un jour? Les chefs de village et des quartiers ainsi que les femmes ont exprimé leur soutien au projet de la modernisation du Grand Bardo initié par la mairie de San Pedro. En attendant, la mairie se propose de réaliser une autoroute partant de la gare routière au rond-point de la cité, le bitumage et la réfection de la voirie, sans oublier l'électrification des quartiers et villages de la commune. L'Union nationale des photographes professionnels de Côte d'Ivoire veut réorganiser chez le métier de la photographie pour que les photographes puissent vivre de leur métier. Elle a donc initié une formation sur toute l'étendue du territoire pour apporter plus de connaissances à ceux qui pratiquent ce métier. Doigt des lasers. Prince Jimmy Gorosso est photographe à Yopougon, au quartier Andokwa. Il exerce ce métier depuis plus de 30 ans. Avec une recette de 5 000 francs par jour, il survient difficilement à ses besoins quotidiens. Je gagne 5 000 francs par jour. J'ai une maison pour moi-même que je paye, et puis je paye le magasin. Donc je paye 2 maisons. Ça me revient à 45 000 francs par mois. Je fais avec comme ça, un peu. Et c'est qu'un jour ça va aller. J'avais besoin des appareils numériques pour perfectionner mes travaux. Comme lui, plusieurs autres photographes sont à la conquête de leur pain quotidien dans la cérémonie. Ils rencontrent des difficultés dans l'exercice de leur métier car ils travaillent encore dans l'informel. L'Union nationale des photographes professionnels de Côte d'Ivoire se dit être à la tâche pour offrir un cadre propice aux acteurs de la photographie. Pour le moment, nous végétons dans la boue. Il y a une désorganisation totale. La photographie, pour le moment, ne nourrit pas son homme. C'est pour ça que nous sommes en train de tout faire pour que, comme dans les autres pays, sortir la photographie de l'informel, pour que nous soyons reconnus par l'État. Tout le monde achète son appareil et se convertit en photographe sans connaître les bases élémentaires du métier. Nous avons en projet un centre
de formation des jeunes photographes. Des actions de sensibilisation sont en cours par l'Union nationale des photographes de Côte d'Ivoire en vue de la bonne organisation des acteurs de la photographie sur l'étendue du territoire national. Côte d'Ivoire Tourisme vient d'initier une visite dans la forêt du Banco, belle étendue de forêt située dans le district d'Abidjan. Objectif de cette visite, découvrir la beauté de la forêt et certains sites à l'intérieur des résidences de colons, par exemple. Patricia Omouetia. La forêt du Banco est située en pleine agglomération abidjanaise. Elle fait partie des parcs nationaux de Côte d'Ivoire. Sa superficie, 3000 hectares. La forêt du Banco, une étendue à découvrir et à parcourir avec ses 84 km de pistes intenses. La délégation de Côte d'Ivoire Tourisme, avec à sa tête son directeur général, est allée à la découverte de ce parc. Pour Jean-Marie Sommet, c'est l'occasion d'enrichir ses connaissances sur le milieu naturel, notamment le Kosipo, un arbre vieux de plus de 500 ans. Cadre idéal, le parc national du Banco a été classé réserve forestière en 1929. Un mois après la tenue officielle des États généraux de la réconciliation par le réseau féminin, le réseau ivoirien des femmes pour la réconciliation a remis au président de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, Charles Konabani, le rapport des États généraux de la réconciliation. Cette cérémonie a été suivie pour RTI1 par Honorine Kakoubla Anigori. C'est le président de la CDVR, Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, Charles Konabani, qui a mis en mission ce réseau ivoirien des femmes pour la réconciliation dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Et ces femmes, après le travail abattu sur le terrain, ont tenu le 18 août 2013 à l'hôtel communal les États généraux de la réconciliation pour faire le point de leurs travaux. Les recommandations de ces travaux sont consignées dans ce rapport qui représente leur contribution dans la recherche d'une paix durable en Côte d'Ivoire. Nous avons demandé donc au cours de ces États généraux que les politiciens mettent bas la terre pour mettre la Côte d'Ivoire au devant. Parce que s'il n'y a pas de Côte d'Ivoire, alors il n'y a pas de politiciens. Ensuite, nous avons demandé à ce que les réparations pour les victimes soient faites assez rapidement. Nous sommes allés dans toutes les régions de Côte d'Ivoire et les victimes se sentent abandonnées. Charles Konabani estime que le point de vue des femmes dans la résolution de la crise mérite d'être pris en compte. C'est pourquoi il fait d'elles ses associés. Il se félicite de leur engagement dans le processus de réconciliation et souhaite qu'elles demeurent les vigiles de la paix et de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Nous avons confié cette mission à nos sœurs en leur disant qu'elles veuillent bien l'accueillir comme leur bébé, d'en prendre soin, de l'accompagner dans son développement, de faire en sorte que cette mission grandisse. Le réseau ivoirien des femmes pour la réconciliation a été créé en 2007 pour lutter contre la pauvreté des femmes et œuvrer pour un climat apaisé et le développement harmonieux de la Côte d'Ivoire. La première dame de Côte d'Ivoire a offert il y a quelques jours du matériel médical à des centres de santé dans la localité de Djiberoa. Au cours de cette cérémonie, sa représentante a invité les populations à la paix et à la réconciliation. Francis Boifo. C'est une façon pour les communautés villageoises vivant à Djiberoa de dire leur gratitude à Madame la Première Dame après ce don aux populations. Pour la chefferie traditionnelle, la présence des différentes communautés à cette cérémonie est la preuve que le vivre ensemble est une réalité à Djiberoa. Vive le développement de Djiberoa dans la paix et la réconciliation entre ses fils. La représentante de la Première Dame félicite les chefs des communautés, chevilles ouvrières de cette paix retrouvée. Toutes les filles et tous les fils de la région du Gor doivent se donner la main et s'inscrire dans le processus de dialogue,
de réconciliation nationale, de solidarité et de paix, prôné par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Car, pour la représentante de Mme Dominique Ouattara, sans la paix, aucun développement n'est possible dans un pays. Un mot sur la crise syrienne. Les enquêteurs de l'ONU ont remis hier lundi leur rapport sur l'utilisation de gaz chimique ou non par Bachar al-Assad contre son peuple au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le rapport est accablant. Il démontre que Bachar al-Assad a effectivement utilisé du gaz chimique contre ses populations et les rebelles. Ban Ki-moon demande au Conseil de sécurité de sévir s'il ne respecte pas ses engagements de remise totale de son armement chimique. Et puis, aux États-Unis d'Amérique, une fusillade a eu lieu hier dans une base américaine des Marines à Washington. Elle a fait 12 morts et des blessés. Aaron Alex, le tueur, est âgé de 34 ans. Il est noir. Il a été abattu. Il était informaticien pour un sous-traitant chargé de mettre à jour l'intranet de l'armée américaine à Washington. Et puis pour terminer, sachez que le navire de croisière la Costa Concordia, qui avait fait naufrage non loin de l'île de Giglio en Italie il y a 20 mois et fait 30 morts et 2 disparus, a été redressé dans la nuit d'hier. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.